Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast Business sans succès. Donc, pour cet épisode-là, je vous ai fait un petit trailer la dernière fois. Oh, trailer, carrément. Mais vous savez un petit peu à quoi vous attendre sur cet épisode-là. Euh, on s'est laissé la dernière fois sur comment j'avais trouvé mes premières clientes et tout. Et dans cet épisode, je voudrais vous expliquer pourquoi ça n'a pas décollé. Pourquoi le fait de trouver des clientes, on pense que une fois qu'on trouve ses premiers clients, ça y est, c'est le Graal, c'est le moment où il y a quelque chose qui se passe, où ça décolle, où on peut vraiment construire un business à 10 cas par mois, etc. On pense que ça se fait de manière totalement linéaire. Cet épisode va complètement éclater ce mythe-là, d'accord? Parce que pour moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé et je vais vous expliquer pourquoi, ça n'a pas décollé parce qu'évidemment, j'y ai réfléchi et cetera et je voudrais partager ça avec vous et repartir, reprendre ces réflexions-là avec vous. Combien de raisons il y a? J'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais on va les évoquer. Bref, donc je trouve mes 3 premières clientes fin mai pour, 2 mois de programme. Pendant ces 2 mois, je les accompagne, donc c'est du coaching assez classique, hein. D'ailleurs, je sors un peu de la ligne de mon programme de base pour m'adapter davantage à leur profil, à leur business, à leurs ambitions et cetera. Je rajoute des choses, bref. Je suis plutôt flex sur le l'accompagnement. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai à ce moment-là 3 clientes, mais alors 3 profils différents et même si elles vont avoir le même type de coaching, 3 profils différents, 3 résultats différents, vraiment. En fait, j'en ai eu une qui a explosé, vraiment qui a cartonné, littéralement. J'en ai une qui a eu une réussite un petit peu en demi-teinte parce qu'elle a recommencé à vendre, elle a signé des devises qu'elle n'avait pas fait depuis un petit moment et c'était cool, mais elle bloquait quand même au niveau, mindset, hein, disons-le, mais c'est la vérité, le manque de confiance et cetera. Donc qui bloquait là-dessus et une troisième qui avait du mal, pas dans le sens avait du mal, mais en fait, je voyais qu'elle n'appliquait pas ce qu'on voyait ensemble et moi, je séchais complètement sur comment je pouvais l'accompagner. Parce que je pensais que, voilà, mon programme devrait suffire à lui faire obtenir les résultats qu'elle avait. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pas d'expérience en coaching du tout. Je me lance, vraiment, en mode exploratoire encore dans le truc. Mais en fait, c'est moi qui l'ai assez mal géré. Toutes ne cartonnent pas et et évidemment, dans tout ce que j'ai appris auparavant, je reprends un peu de manière un peu logique, la cliente qui réussit le mieux et je mets ses résultats en avant, elle devient ma vitrine, en fait. Fatalement, cette vitrine-là de succès, de réussite que je mets en avant, elle attire de nouvelles personnes, dont, une personne avec qui je signe fin juin et qui veut les elle est claire là-dessus, elle veut les mêmes résultats. Donc qu'est-ce que je me dis moi? Bah, elle veut les mêmes résultats, on va appliquer les mêmes choses. Sauf qu'en fait, ça m'explose à la gueule. Tant et si bien que la cliente n'est pas du tout satisfaite, ça va pas assez vite, elle n'a pas les mêmes résultats, elle voit pas le même engouement. Et du coup, elle arrête carrément le coaching au bout d'un mois, alors qu'à la base, on a un engagement de 2 mois. Et moi, ça, en fait, ça me bloque d'un coup. Je me dis, ok, donc en fait, je suis une grosse imposteur, je fais vraiment de la merde et je sais vraiment pas faire. Et ça m'a fait un gros blocage, en fait. Et là où j'ai eu tort, des erreurs que j'ai faites, une des raisons pour lesquelles du coup ça n'a pas décollé, c'est que là ça aurait pu être l'opportunité d'affiner ma pratique, d'aller chercher pourquoi ça ne fonctionnait pas, d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement, d'essayer de comprendre, de chercher à m'améliorer, chercher des solutions. À la place, qu'est-ce que je fais? Je décrète que je suis pas faite pour ça. Et je me dis: «En fait, il faut que je change de positionnement, il faut que je change de fusil d'épaule, je peux pas accompagner sur la vente. Ça a marché, une fois et demie, c'était un coup de chance, mais en fait, je suis vraiment une merde». Et à ce moment-là, à cette époque-là, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat. Et ça, c'est faut pas faire ça. C'est contre-intuitif, mais je vous jure, il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tout le monde y va de son expérience, tout le monde y va de sa vision, tout le monde y va de bon train sur tous les conseils possibles et imaginables de succès et de réussite. Sauf que si vous êtes un peu comme moi et que vous papillonnez dans les contenus et que vous cherchez, à ratisser quand même assez large, tout devient contradictoire. Tout devient contradictoire et moi, en bonne élève,
ou en élève débile, ou enfin, à un moment donné, vraiment, je sais même plus comment qualifier ça parce que vraiment la démarche était, mais d'une connerie. En fait, je pensais que je faisais pas ce qu'il fallait, comme s'il y avait une manière linéaire d'entreprendre et d'arriver au succès en entreprenant. Sauf que j'adorais m'immerger dans les histoires d'entrepreneurs à succès, en l'occurrence, et elles sont toutes différentes. Il y a des points communs, peut-être par-ci, par-là, etc. Mais il n'y a pas une manière de faire, en fait. Et je le savais. Enfin, j'en avais conscience, mais je ne sais pas ce qui se passait dans mon inconscient, dans mon subconscient. Je me disais, mais il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Et donc, c'est avec cette croyance-là, moi, que j'ai continué à avancer. Et ça, putain, ça, c'était une putain, putain d'erreur. Parce que, voilà, je savais pas, est-ce que je commence par du gratuit, est-ce que je commence par du gratuit, ensuite je fais du payant, et je lisais un contenu qui disait non, faut pas faire de gratuit, il faut passer en payant maintenant. Donc je me disais, ah bah voilà, c'est ça que je fais mal, en fait, ça, c'est pas ce que je devrais faire, donc je devrais faire du payant maintenant. Mais quand je voulais faire du payant maintenant, j'étais pas à l'aise, mais bon, j'avais lu que faire du gratuit, c'était pas bien. En fait, dès que j'avais l'intuition que quelque chose était bien ou que ça pouvait fonctionner, ou que j'avais envie de tester, et que je lisais une information contradictoire sur du contenu entrepreneurial qui me disait non, faut pas faire ça, je disais ok, ok, bah je fais pas ça. Non, non, effectivement, vous avez raison, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez, c'est moi qui fais de la merde. Cette croyance-là, elle était, c'était horrible comme état d'esprit. Et avec le recul, c'est pour ça que je vous dis, c'est débile au possible parce que je sais pas, mais comment j'ai pu raisonner comme ça, en fait. Mais à ce moment-là, à l'instant T, c'était comme ça que ça se passait dans ma tête. J'avais un problème avec la notion d'expertise aussi. Parce que je disais, ouais, il faut que tu trouves ton expertise, en quoi tu es experte, et c'est ça que tu vas vendre et tout. Mais moi, je suis experte en rien, en fait. Déjà j'apporte une nuance sur la notion d'expertise, parce qu'on en a fait n'importe quoi, l'expertise. Dans le milieu entrepreneurial que j'ai côtoyé, pour avoir une expertise, il suffisait d'avoir vécu quelque chose. Tu as vécu quelque chose, tu as résolu un problème pour toi, tu as une expertise sur le sujet. À la base, l'expertise, c'est quelque chose qui a été prouvé, éprouvé et répété. C'est ça l'expertise, c'est la connaissance, le savoir-faire, la compétence que tu obtiens à force de pratique. Pas parce que tu as vécu un truc une fois que ça s'est passé comme ça pour toi et que du coup ça devient une vérité universelle. Ça peut être une piste de réflexion, ça peut être une nouvelle perspective. Mais de là à qualifier ça d'expertise, c'est une expérience, mais pas une expertise. Et j'avais tendance à confondre les deux, déjà, pour commencer. Et de toute manière, je m'aligne pas du tout avec la notion d'expertise. Pour moi, prouver et éprouver une compétence, un savoir-faire, c'est bien, et il en faut. Je suis pas en train de mettre un jugement moral là-dessus, mais par contre, à titre personnel, moi, c'est quelque chose qui me fait flipper. S'enfermer dans une connaissance en se prétendant expert, pour moi, c'est se fermer la porte à des évolutions, à de l'innovation. C'est rester vraiment sur ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris, et dire, je sais comment ça se passe parce que j'ai fait comme ça pendant des années. Et je trouve que c'est un discours qui limite l'innovation, qui limite l'évolution et le développement. Donc, déjà, rien que ça, le fait de t'as pas de business si t'as pas d'expertise, ah bah, putain, je peux pas avoir de business, j'ai pas d'expertise, en fait. Et j'avais aussi cette autre croyance-là que je devais être bonne naturellement. C'est-à-dire, vu que je devais être experte. Moi, je me suis dit, en vente, je suis experte, puisque j'avais une expérience dans la vente, j'ai fait de la vente, j'ai fait du commerce pendant des années et des années, j'ai été responsable de magasin pendant 10 ans, donc bah, je sais, c'est mon expertise. Et je suis bonne là-dedans. Mais si jamais, dans les faits, là, les coachings qu'on foirait venaient challenger cette croyance-là, me dire, ah bah non, en fait, t'es pas bonne là-dessus. J'étais pas bonne en vente finalement, puisque j'arrivais pas à faire vendre les autres. J'étais pas bonne en coaching de vente, puisque j'arrivais pas à faire vendre les autres. C'était ça ma croyance à ce moment-là, quand ça a commencé à se casser la gueule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pas arrêté de changer de positionnement, de métier, tous les 4 matins. Je suis passée de la vente pure à vas-y, je vais t'aider à structurer ton business, qui est quelque chose de différent. Et en même temps, pour moi, c'était complémentaire, ça allait avec. Pour moi, il y avait plusieurs problématiques que je pouvais régler. Pourquoi est-ce que je devais en choisir qu'une seule? Ça me cassait les pieds. Moi, je n'y arrivais pas. Donc, je changeais de positionnement et de métier tous les 4 matins, mais toujours dans cette espèce de prolongement de coach business.
Pourquoi? Parce qu'il y avait, j'étais partagée en fait. J'étais vraiment partagée parce que il y avait, honnêtement, il y avait le poids du regard des autres. J'ai commencé en tant que coach business, j'ai ouvert ma gueule sur bien des sujets, sur ma vision de la vente, etc. Et je pouvais pas faire de rétropédalage trop violent non plus. Enfin, c'était ma croyance à ce moment-là. Attention, là on parle vraiment en termes de croyance. Donc il y avait le regard du poids des autres, euh, d'Instagram, mais aussi de mon entourage, parce que je leur disais ce que je faisais et j'avais déjà un mal fou à leur expliquer ce que je faisais. Personne ne comprenait rien, mais tout simplement parce que même moi, je ne comprenais rien à ce que je faisais, mais il fallait que je sauve la face. C'est ça le deal et la douleur du truc, il fallait que je sauve la face. J'étais partagée entre plusieurs philosophies entrepreneuriales différentes. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de conseils contradictoires, etc. Euh, et j'étais partagée entre plusieurs philosophies entrepreneuriales différentes, entre y aller tranquille, doucement, bâtir sa communauté, je trouvais ça intéressant. Y aller franco, je trouvais ça intéressant aussi, et je savais pas vers laquelle me diriger. Pour moi, tout était légitime en fait. En parlant de conseils et tout, il y avait ça que j'aimais pas non plus avec la notion d'expertise. Je détestais devoir prendre une posture haute dans mes contenus, donner des conseils, dire aux gens comment faire, etc. Alors qu'on m'a rien demandé, mais au secours quoi. Non, partager ma vision des choses comme je l'ai fait naturellement et historiquement, avec le recul et avec l'analyse que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui marche naturellement pour moi en fait. Mais je me disais, oui, il faut que je me positionne bah, comme experte, donc il faut que je donne des conseils, c'est moi qui sais. Cette posture-là, je la déteste. Je sais rien, d'accord? Je vis des choses, je les partage, c'est pas valeur de vérité absolue. Je peux pas me positionner comme étant experte dans quelque chose et donner des conseils et dire, bah voilà ce que vous devez faire. Ça dépend. Ça dépend toujours de la personne que j'ai en face de moi, du bagage que j'ai en face de moi. Et ça, j'arrivais pas à le formuler, j'arrivais pas à l'assumer, j'arrivais pas à l'incarner véritablement. Et ce qui est dur, en fait, c'est qu'à la base, moi, dans ma philosophie de vie, dans ma philosophie de travail, etc., je suis plutôt du genre à dire, vas-y, bah, je fais ça, je fonce, je prends, et puis on va voir ce que ça donne. On ajustera. Je suis j'ai un mode très, très exploratoire, très expérimental de base. Et ça m'éloignait tellement de ce fonctionnement naturel-là. Je pensais qu'il fallait voilà, une stratégie carrée, linéaire, et qu'il fallait pas que j'en déroge, et j'en dérogeais tout le temps, puisque bah, c'était pas dans mon tempérament de le faire. Et le problème, l'autre problème qu'il y avait, c'était que je me donnais pas le droit à l'exploration. Je me donnais pas le droit d'être dans mon fonctionnement naturel, on va dire. Pourquoi? Deux choses. J'étais sous pression à deux endroits. J'avais la pression financière, c'est-à-dire que quand on se lance dans de l'exploration, dans du test, faut pas être pressé. Il faut pas se dire il me faut des résultats tout de suite. Il faut pas s'attendre à du waouh immédiatement. Il faut prendre le temps. J'avais pas le temps. J'avais la pression financière. Il fallait que ça marche maintenant parce que sinon j'étais dans la merde au niveau de ma thune. Et j'avais la pression sociale, comme je l'ai dit un petit peu avant, en me disant bah il faut que je leur montre que ça marche. Il faut que je montre à mon entourage qui croit que je suis une chômeuse qui fout que dalle de sa vie, il faut que je leur montre que ça marche. Et à Instagram, à qui j'ai déblatéré un paquet de choses sur ma vision, ce qui n'était pas des mensonges. Honnêtement, pas du tout. Mais c'était mes croyances à ce moment-là. Et il fallait que je leur montre que ça marche tel que moi, je l'ai mis sur la place publique, en fait. Tout ça, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à tout accepter. Ça m'a amené, dès que j'avais une cliente ou un prospect potentiel, il fallait que je le signe. Ce qui est archi malsain. S'il y a bien une chose que j'ai apprise et comprise avec le temps, c'est que c'est hyper important de qualifier ses clients et de savoir dire non à certains prospects qui viennent nous voir. Quand on accepte sous la pression financière, honnêtement, c'est catastrophique. Et moi, c'est ce qui m'a fait basculer aussi, parce que vu que j'avais la pression financière, que je pouvais pas me permettre de perdre un prospect, que je pouvais pas me permettre de perdre un client, bah, j'étais pas 100% moi-même en coaching en fait. J'étais pas direct, brutale. J'osais pas les bousculer, j'osais pas les froisser de peur qu'elles me ferment la porte au nez. Sauf que du coup, j'essayais d'être bienveillante et compréhensive et toujours, bah, faut que ce soit selon toi et tout, alors que c'est du bullshit à mort. Pour moi, ce genre de discours, c'est de la merde de fou. Il y a des choses à faire. Pour moi,
plus on challenge la pensée de l'autre et plus ça le fait avancer. C'est pas en lui disant ouais, c'est bien, on carré dans le sens du poing, etc., que ça fait forcément avancer. En tout cas, moi, ce n'est pas mon tempérament. Il y en a qui ont besoin de ça, pas de problème. Il y a des gens qui exercent comme ça, donc trouvez-vous. Par contre, moi, je suis plus vraiment du genre à ruer un peu dans les brancards, à rentrer un peu dedans. Mais je me le permettais pas parce que j'avais peur de froisser la personne en face de moi et qu'elle me dise bah écoute, on arrête là. Et moi j'avais besoin de cette cliente là parce que bah j'avais besoin j'avais besoin de thunes aussi quoi. Mais par contre, et je tiens là à faire un disclaimer, euh, j'étais pas en mode feignasse ou en mode je vais juste te prendre ton argent et je fais juste acte de présence. Je voulais vraiment que les clientes que j'avais, elles réussissent. Je voulais vraiment me montrer à la hauteur de leur confiance, c'était hyper important pour moi. Et quand j'y étais pas ou pas à 100%, j'étais vraiment pas bien. Ça me désalignait encore plus. Dans la relation de vente, la confiance, c'est vraiment quelque chose de clé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux. Si tu signes avec moi, si tu me choisis pour ta si tu me choisissais, puisque c'était à l'époque, tu m'accordais ta confiance et j'ai un immense, toujours un immense respect pour la confiance qu'on m'accorde, un immense respect, une immense gratitude pour la confiance qu'on m'octroie. Je trouve que c'est quelque chose qui est ultra précieux et pas quelque chose avec laquelle on joue. Donc c'était pas du tout mon tempérament. Donc pour clore ce chapitre-là, pour clore cet épisode qui était riche en... J'ai été hyper honnête avec vous, hein. Vraiment, là je pense que je peux pas faire mieux. Mais je pense que dans le monde entrepreneurial en ligne, en tout cas, on est plusieurs à penser comme ça, à se sentir comme ça, se sentir un peu prisonnier d'un business, d'une activité, d'une image que l'on s'est créée, qu'on a voulu se créer. Et enfin, je partage ça aussi pour vous dire, mais en fait, il n'y a pas que vous, déjà, pour commencer. Et c'est pas grave. Honnêtement, au bout du compte, c'est pas grave. Ça fait peut-être partie du chemin. Il fallait peut-être que je passe par ça pour comprendre certaines choses. Et au bout du compte, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que j'ai tenté du mieux que je pouvais de rester aligné à moi, d'essayer de rester dans, on va dire, dans ma vérité, entre guillemets. Ça fait chelou, hein, dit comme ça, je pars dans tous les sens. Mais ça va clore ce chapitre-là parce que ça a été, c'est ce qui s'est passé entre, on va dire, tac, 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 juin, donc juillet 2021 et mars 2022, puisqu'en mars, fin mars, début avril 2022, je me rends compte que je peux plus continuer comme ça, que je peux plus vivre comme ça, que cette vie-là, elle ne me va pas, que cet entrepreneuriat-là, et j'insiste pour dire cet entrepreneuriat-là, pas l'entrepreneuriat de manière générale. L'idée, c'est pas de cracher là-dessus de manière générale, ça n'a aucun sens. Là, je vous raconte mon expérience. Cette expérience-là ne m'a pas convenu. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête et début avril 2022, je me dis c'est bon, j'annonce que je retourne dans le salariat, j'arrête de chercher des clients, d'avoir des coachings, machin, etc. Je retourne dans le salariat parce qu'il faut que je retrouve une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine sérénité, parce que là, en fait, je peux plus l'étaler. Mais ça, je vous le raconterai dans l'épisode prochain, parce que là, on est déjà encore à 20 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet de pourquoi ça n'a pas fonctionné. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, vous me les mettez dans les commentaires de l'épisode. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai, peut-être même au cours d'un prochain épisode, qui sait. En attendant, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous retrouve pour l'épisode numéro, on est sur le 6 le prochain, pour que je vous raconte mon retour au salariat. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, un bon appétit, tout ce que vous voulez bien. Je vous fais de gros bisous. À très vite.